Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Ce soir, on se retrouve pour mes réactions et mon récapitulatif de ma carte de l'UFC 329 de McGregor vs Max Holloway 2 qui s'est terminé d'une manière complètement imprévue et déchirante. En fait, je vais directement dans le cœur du sujet. McGregor s'est blessé le genou à la première frappe qu'il a envoyée du combat. Puis c'était complètement fini pour lui à partir de ce moment-là. Donc, toutes les frappes qu'il a envoyées n'ont pas eu de succès. Je vais revenir rapidement sur les événements du combat, en fait, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le combat. McGregor commence le combat, directement il court vers Max Holloway, il saute avec sa jambe droite, dans les airs avec la jambe gauche, il fait un switch, puis il envoie un high kick à la tête. Puis à ce moment-là, en fait, Holloway est en train de circuler autour de lui, de tourner autour de lui. Puis c'est là que Max Holloway est en train de tourner autour de lui, à ce moment-là, de circuler autour. Puis à ces moments de ratterrir que Conor McGregor se blesse le genou, en fait. Donc c'est probablement soit les ligaments croisés ou le ménisque qui s'est blessé. Puis à ce moment-là, il était complètement compromis, en fait. Donc il n'a pas été capable d'envoyer une seule frappe qui a eu du succès à partir de ce moment-là. Il essaie de renvoyer un high kick directement après, qui n'a pas du tout marché, puis il est retombé au sol. Mais Holloway a pris possession de l'échange pour aller par-dessus McGregor, puis mettre beaucoup de ground and pound. Les deux se sont relevés. Max Holloway a l'air de pas trop comprendre, il faisait un peu des signes à l'arbitre. Puis en se relevant, McGregor essaie de mettre une main arrière, un crochet, un direct gauche. Il est retombé au sol. Donc là, on voit vraiment qu'il y avait un problème avec les gens de Max Holloway. Max Holloway était comme en train de demander à l'arbitre si ça marche, s'il veut arrêter, etc. Non. Puis apparemment, McGregor aurait dit à Max Holloway que tout était correct, puis de continuer. Puis en fait, Max Holloway laisse un peu McGregor se relever. Puis juste en marchant, en fait, en reculant, on voit qu'il titube, puis il lève sa jambe. Puis l'arbitre, en fait, arrête le combat à ce moment-là. Donc c'était fini en 1 minute. Le grand retour de McGregor complètement été réduit à néant. Très très difficile pour lui probablement. Il s'est fait huer par la foule. Bref, le pire scénario imaginable pour un retour d'une aussi grande star. Puis le pire en fait, c'est que ce combat-là va avoir rien changé du tout pour les deux combattants dans l'état de leur carrière en fait. Si on embarque plus du bord de Max Holloway, c'était une victoire. Si on la compte comme une victoire, c'est une victoire, là, c'est un TKO. C'est dans une autre catégorie que la sienne, en welterweight. Donc, probablement que ça va rien changer pour lui chez les poids légers, dans le portrait du top 5. C'était une paye très facile, certes, mais on ne sait même pas s'il est meilleur que McGregor officiellement, même si personnellement j'avais prédit sa victoire. Puis, du côté de McGregor, on ne l'a pas vu en fait performer vraiment, parce que je pense que pour beaucoup de gens, c'était le cas. Donc pour moi, je voulais pas avoir McGregor avoir la performance du siècle. Je savais qu'il allait pas revenir à son prime. C'était sûr et certain même. Mais on aurait aimé le voir performer au moins. Revenir avec un niveau de capacité qui est décent, qui est acceptable. D'avoir des beaux échanges avec Max Holloway. Puis qui perdent par KO plus tard dans le combat. Si ça aurait été moins grave en fait que de le voir en fait avoir du succès puis avoir un beau combat. Je pense que ça aurait été plus accessible pour la communauté du MMA. Mais là, c'est vraiment le pire scénario. C'est l'autre jambe, en fait. La jambe gauche, il l'avait déjà cassé, puis la jambe droite, il s'est blessé au genou. Donc là, il est complètement compromis, McGregor. Je sais pas si c'est la dernière fois qu'on va le revoir dans l'octogone, c'est très possible. En tout cas, c'est certain que, à part s'il se bat vraiment contre un niveau qui est beaucoup plus bas que Max Holloway, ça risque d'être. On risque pas de le revoir gagner, avoir la main se faire lever par l'arbitre à la fin d'un combat. En MMA, à l'UFC, il y a très peu de chance. Je sais qu'il reste un combat supposément dans son contrat. J'ai lu potentiellement que c'était en avril 2027, etc. Il écrit sur beaucoup sur les réseaux sociaux qu'il allait revenir, etc. Puis qu'il était plus confiant. C'est quand même beau de le voir, mais c'est vraiment en fait la déception en fait du retour parce que moi j'ai pas été déçu tant que ça de perdre un beau main event. C'est vraiment en fait l'anticipation d'un retour pour que tout s'écroule en un instant. Ça dure vraiment difficile pour McGregor. Puis c'est vraiment en fait un des pires scénarios possibles pour un main event. Là. Ça reste, pour moi, c'est pire que Cyril Gane contre Aspinall. Parce qu'au moins de leur bord, on a pu voir un round de bel échange quand même, un round assez actif entre les deux. Puis ça peut nous permettre de faire une idée sur qui a des chances, etc. pour la suite. Mais McGregor, on n'a littéralement rien vu du tout. C'était une frappe, une blessure, bang, fini. Il allait perdre automatiquement. Donc
assez difficile. T'sais, on peut parler un peu de l'état qu'il y avait avant le combat. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué sa coupe, beaucoup de memes là-dessus qui disaient que j'ai vu un Mohawk, automatiquement je sais qu'elle allait perdre. C'est vrai qu'on l'a vu un peu moins confiant, honnêtement. Surtout, en fait, son entrée était vraiment cool. Là. Son entrée dans la cage avec son workout habituel était très cool. Mais aussitôt qu'il attendait pour enlever ses vêtements, enlever ses souliers, se faire analyser par les gens de l'équipe, puis son tir dans l'octogone, on l'a vraiment vu pas très confiant, honnêtement. Puis, c'est sûr qu'après un retour, après tant d'années, c'est assez difficile à voir, mais c'était vraiment pas le même. Là. Il était pas dans son élément. Puis, même dans l'arrière, en fait, quand il se préparait un combat chez les pads, il avait l'air assez lent. Ça aurait peut-être pas bien fini pour lui, anyway. Je suis pas certain que ce soit une blessure préexistante parce qu'il a vraiment mal atterri, en fait. Le genou avait pas l'air aligné avec le pied. Il avait l'air d'avoir une sorte d'angle un peu avec le genou vers l'intérieur. Puis il a vraiment tout son poids d'un coup. Donc c'était très possible qu'il se blesse. Puis là, avec les nombres de blessures qu'il y a, c'est pas mal fini pour McGregor. Donc voilà, il n'y a pas grand chose vraiment à ressortir. Max Holloway va probablement se battre contre quelqu'un d'autre dans le top 10 chez les poids légers. McGregor, je sais pas contre qui il pourrait revenir. J'aimerais ça le voir contre quelqu'un qui n'est pas du même niveau que Max Holloway si on veut le voir gagner. Parce que il faudrait avoir quelqu'un peut-être du niveau plus bas qu'un top 5 mondial, mettons. Mais bon. Sinon, j'ai bien aimé ses shorts customisés, assez belles, avec l'esthétique un peu irlandaise, celtique, etc. Puis, voilà. Donc, main event très controversé, très retournant. Il y a beaucoup de gens qui ont dû perdre de l'argent en pariant sur McGregor. C'est dommage pour eux. Voilà. Donc, un des pires dénouements de main event qu'on a vu dans l'histoire. Honnêtement, surtout parce en fait, c'est la plus grosse star de l'UFC, c'est McGregor. Puis c'est le pire scénario qui arrive à la plus grande star. Donc c'est le pire scénario qu'on a pu voir de l'histoire. Voilà. Terrible. Terrible, terrible. Mais le co-main event a été aussi explosif, mais d'une manière plus contrôlée. Parce que oui, Benjamin a perdu très rapidement au premier round. Mais c'était à cause d'une soumission très précise, très bien exécutée de Paddy Pimblett. Puis de l'autre côté, c'est un game plan très mal exécuté de Benjamin. Donc en fait, le combat commence. Benjamin prend très rapidement le contrôle de l'octogone en contrôlant la distance. Mais en fait, c'est 50 secondes le combat, donc c'est assez rapide à décrire. Paddy Pimblett touche au visage en boxe Benjamin. Puis là, ça déclenche un peu un déclic, puis il dit « Ah, faut que je lutte ». Puis automatiquement, il saute sur Paddy Pimblett. Mais c'était comme un takedown vraiment fait à la out. Je suis personne pour dire à Benjamin comment lutter, évidemment. Il y a des années-lumière de moi niveau lutte, mais souvent on nous apprend que quand on shoot rapidement, d'avoir un peu le torse un peu plus relevé et être plus stable. Tandis qu'il ne faut pas shooter la tête comme ça par en bas, mais lui il est vraiment shooté comme ça. Puis quand il a remonté en prenant la jambe et la taille, en sortant la tête vers l'extérieur, Pimblett a pu rapidement en fait, mettre son bras tout simplement, prendre la tête de Benoît Sedani. Quand Benoît Sedani a voulu défendre, Paddy a comme un peu suivi ce côté, puis ils sont comme tombés au sol. Benjamin essaie de rouler pour se sortir la tête du bras de Paddy Pimblett, mais ça n'a pas marché. Paddy Pimblett l'a retourné, puis il a pu prendre un Dark Choke directement. Puis à partir du moment en fait, que Paddy Pimblett a eu le Dark Choke, il s'est assis sur les fesses, puis il a mis ses jambes comme si c'était une guillotine. C'était terminé pour Benjamin. Il a essayé de défendre puis de rouler. Paddy Pimblett l'a suivi en fait, il était vraiment très serré sur lui. Puis l'arbitre a dû arrêter le combat en fait parce qu'il était complètement inconscient. Benjamin, il s'est fait étrangler out cold comme on dit. Supposément que Paddy Pimblett aurait dû dire à l'arbitre qu'il était out, c'est parce que l'arbitre l'aurait pas vu sinon. Il était vraiment là plus du tout avec nous, Benjamin, pendant l'instant. Donc il y a très grosse soumission de Paddy Pimblett, très impressionnant. Mais encore là, c'est un peu comme le main event parce que c'est un peu dommage parce que oui, c'est impressionnant de Paddy Pimblett de se mettre aussi facilement que quelqu'un comme Benjamin. Mais de l'autre côté, l'erreur de Benoît était telle que c'est pas tant représentatif d'un gros défi en fait pour Paddy Pimblett. Là. Comme un peu Conor McGregor, on peut se dire pourquoi il a sauté comme ça sur sa jambe en partant comme ça, c'est une mauvaise décision. Mais shoot aveuglement contre un excellent graveur comme Paddy Pimblett avec la tête sortie, ça reste une très grosse erreur aussi. Donc c'est pour ça que j'en ressors pas énormément. Mais ça montre surtout qu'on sous-cotait beaucoup Paddy Pimblett. Parce que certes, c'est quelqu'un qui n'est pas le plus beau visuellement, surtout debout, ou ce qui
peine un peu à défendre beaucoup de frappes, etc. C'est quelqu'un qui est très opportuniste, qui a un excellent timing de jiu-jitsu, où ce qui peut saisir des soumissions en une seconde. Puis ben là, il a vraiment profité de l'erreur de Benson Denis pour avoir une guillotine suivie d'un Dutch choke. On a pu le voir par le passé avoir des très belles soumissions comme des gens comme Bobby Green, qui à l'époque n'était pas la meilleure victoire forcément, mais là on l'a vu avoir 4 victoires d'affilée, Bobby Green. Donc c'est une victoire qui vieillit très bien. Puis là, Paddy Pimblett va rentrer dans le top 5 avec cette victoire. Dans le classement méthode, il avait descendu vraiment assez bas, donc 8e, 9e à peu près. Là, il va entrer directement dans le top 5. Puis ça ouvre la porte à des très beaux match-ups dans le futur pour Paddy Pimblett. Puis là, Denis, c'est vraiment un gros mur qui se met devant lui. C'est un peu comme un Dustin Poirier. À l'époque, il y avait une très grosse série de victoires, etc. Il s'est fait finir. Puis ça montre vraiment, encore une fois, des lacunes qu'il y a. Qu'il doit avoir un cardio, il doit avoir une force physique, une technique en lutte. Il fait beaucoup d'erreurs, en fait, qui sont blatantes. Donc, ça peut être assez compliqué pour lui de faire sa place chez les meilleurs dans la catégorie des poids légers. Donc voilà. Assez expéditif. Paddy Pimblett, en fait, cette victoire, il faut se dire que c'est le combien event d'une carte de McGregor. Donc Paddy Pimblett avoir un finish comme ça le propulse vraiment au rang de superstar à l'UFC. Il y a eu des millions d'abonnés de plus sur Instagram. Son workout était complètement électrique. Il y a plein de gens qui dansaient partout dans la salle. C'était vraiment assez incroyable. Donc là, on a vraiment Paddy Pimblett qui monte de plus en plus en tant que star à l'UFC. Donc c'est assez hot cool de voir. Voilà. Troisième combat de la main card. On va aller directement avec Corey Sandhagen versus Mario Bautista. Donc j'avais prévu Corey Sandhagen de gagner avec une décision assez serrée contre Mario Bautista, mais au final c'était Mario Bautista qui a eu la décision assez serrée de son bord. Donc Mario Bautista s'est imposé après les 3 rounds contre Corey Sandhagen. En fait, le premier round était assez serré, donc les frappes c'était pratiquement égal. Cependant, on a vu Mario Bautista avoir du succès en lutte. Il a apporté au sol Corey Sandhagen. Il peut avoir du contrôle en grappling, etc. Puis, il y a eu une tentative de soumission pendant la jambe. Ça l'a blessé, en fait, Sandhagen. Je l'ai appris vraiment aujourd'hui. Il s'est blessé aux ischio-jambiers. Donc, c'est complètement déchiré le muscle derrière la cuisse, les ischio-jambiers. Donc, c'est vraiment compromis le combat pour lui. Ça a été plus difficile d'avoir des mouvements debout, etc. Donc, c'est un premier round qui était très serré debout au niveau des frappes. Sandhagen a eu un léger avantage au niveau du nombre de frappes. Les takedowns, le contrôle, les tentatives de soumission, les dégâts physiques qui ont été causés, c'était l'avantage de Bautista, donc il a pris le round. Le deuxième round était encore une fois extrêmement serré. On a pu voir Corey Sandhagen avoir tout de même un succès debout, un contrôle, etc. Donc c'était vraiment 50-50 comme deuxième round. Je pense qu'ils ont donné à Corey Sandhagen, mais c'est assez serré. Puis finalement au troisième round, ça se poursuit. Mais Bautista maintient vraiment une belle pression debout. Il a un excellent cardio, Mario Bautista, honnêtement. Puis, il va mettre à terre Sandhagen. Donc, il va l'ébranler debout avec la boxe. Il va le poursuivre au sol avec lui. Mais Sandhagen va vraiment bien défendre l'attaque de Bautista. Puis, il va prendre la jambe pour se sauver du temps, etc. Mais, dans un round qui est plus ou moins serré, oui, Bautista a beaucoup plus touché, étant donné qu'il a l'anneau au sol puis il y a du grand point, etc. Mais c'était quand même pas si dominant que ça. Mais dans un round où il y a vraiment un knockdown, etc. Donc c'était sûr que ça allait aller avec pour Bautista au niveau des yeux des juges. Donc, combat assez serré tout de même. Les 2 premiers rounds étaient très serrés. Mais c'est Bautista qui va l'emporter par décision. Il prend sa revanche contre Sandhagen. Si Sandhagen s'était pas blessé, en fait, il s'est fait blesser par Bautista. Si c'était pas arrivé, est-ce qu'il aurait pu gagner? Peut-être, mais on sait jamais. Donc, belle performance pour Bautista. Il a vraiment une très belle montée dans sa carrière. Bautista, honnêtement, là, il rentre dans le top 5 avec cette victoire-là. Mais je pense qu'il était peut-être déjà 5e avec les classements méta. Mais il va être dans le top 4, top 5, bref. C'est vraiment un super athlète, là, honnêtement. Il y a un cardio, il y a une lutte, il y a une pression qui est constante, qui est très efficace. C'est vraiment un très bon combattant d'art martiaux mix parce que c'est pas le meilleur dans rien, mais il attend tellement bien entre chaque facette du MMA, entre la boxe, la lutte, qu'il y a beaucoup de succès et il est très difficile à combattre sur 3 rounds, puis 5 rounds, bref, etc. Donc, une victoire pour Bautista. Assez combat assez serré tout de même en faveur de Bautista. Deuxième combat,
de la carte principale, banger. Donc c'était le combat de la soirée. Une grosse guerre sur 3 rounds. Royval, c'est rare qu'il déçoit dans ses combats. Là, moi j'avais prédit Lona Kavanagh par décision avec les low kicks, etc., les frappes en puissance. Mais c'est Brandon Royval qui a eu la soumission au 3e round. Donc le premier round, on va vraiment Royval avoir du succès debout avec les jabs, la distance. Kavanagh qui est assez technique, Lona Kavanagh, mais il faisait beaucoup de toucher avec les jabs en fait. Les jabs à distance, les middle kicks. On voyait bien bouger la tête, mais quand il resettait sa position et il revenait en position neutre, il se remangeait des jabs en pleine tête. Donc le premier round est allé pour Brandon Royval avec le nombre de frappes. Puis il était capable de mixer un peu le takedown à la fin. Donc tous les deux ont eu un takedown à la fin du premier round. Mais Lona Kavanagh, son takedown a un petit peu mené à rien parce que c'était vraiment la toute fin, la cloche. Puis il y avait une trip, une jabette, puis il fait tomber Royval. Deuxième round, plus serré. En fait, on a vu Lona Kavanagh mettre à terre Royval avec une frappe à un direct droit à la tête. Puis là, il a comme déclenché vraiment une grosse séquence de finish. Donc des grosses frappes à terre sur Brandon Royval. Il a perdu tellement d'énergie. En fait, c'était des frappes à 100% de puissance là, en Granite Pound. Puis il n'a pas réussi à avoir le TKO. Donc Royval a survécu. Ils se sont relevés. Kavanagh a mis quand même des belles frappes encore, des coups de coude, etc. Mais Brandon Royval, quand même, avec le volume qu'il a réussi à quasiment égaliser le round en fait. Cependant, le knockdown de Kavanagh lui fait vraiment prendre le round. Puis finalement, au troisième round, on voit encore une fois la résilience de Royval en fait. C'était beaucoup ça. Là. Chaque fois qu'il se faisait frapper, il revenait devant Kavanagh, puis il bougeait pas. Puis c'est vraiment la pression, la résilience, l'expérience aussi. Puis il va prendre le troisième round, puis il va engager le grappling, faire plusieurs tentatives de soumission, puis il va finir par prendre le dos et avoir l'étranglement arrière. Donc, très belle performance de Brandon Royval. Ça montre plusieurs choses ce combat-là. Premièrement, peut-être que Brandon Moreno est vraiment en fin de carrière en termes de skills parce qu'il perd contre Royval, puis il perd contre Kavanagh. Donc, puis ça montre que Royval, c'est pas le même niveau que Moreno actuellement. Royval serait meilleur que Brandon Moreno. Puis c'est peut-être un trop gros défi pour Kavanagh. J'aimerais ça le voir peut-être plus bas dans le classement. Parce que ces deux combats dans le classement, c'était contre Brandon Moreno et Royval, donc deux excellents combattants qui sont dans le top 5 depuis assez longtemps. Donc on aimerait peut-être le voir se battre contre quelqu'un qui est plus bas dans le classement. Voilà, il est assez jeune encore, il a 27 ans. Puis Royval, ça prouve vraiment que c'est quelqu'un qui est stable dans le top 5, qui va toujours être difficile pour n'importe quel prospect qui monte. Sauf si tu es quelqu'un d'extrêmement bon comme un Cap qui est complètement dopé ou un Joshua Van qui est excellent. Donc voilà, très beau combat chez les poids mouches. Puis là, on va combattre dans le premier combat de la main card qui était aussi un banger. Donc, Terrence McKinney versus Bobby Green. Terrence McKinney, j'avais prévu soit qu'elle allait gagner par KO dans les 4 premières minutes, ou s'il ne réussissait pas, il allait lui-même se faire KO dans la dernière minute du premier round. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Sauf que moi, je pensais que c'était Terrence qui allait avoir le KO, mais c'était Bobby Green qui l'a eu à la fin du round. Donc, Terrence McKinney commence vraiment en force. En fait, il prend quand même l'ascendant assez rapidement dans le premier round. Il met beaucoup de pression avec des grosses frappes en puissance. On voyait beaucoup que c'était beaucoup de swings assez larges qui ne touchaient pas tous. Bobby Green avait quand même la bonne presse, les bons mouvements de tête, le bon mouvement vers l'extérieur de la cage pour essayer de sauver les grosses frappes qui auraient pu le mettre KO. Puis McKinney va engager le grappling rapidement vers la moitié du premier round. Puis il va quand même avoir du succès debout, au sol, pardon. Donc il va prendre le dos, etc. Mais Bobby Green survit. Bobby Green a beaucoup de frappes. Puis là, Terrence McKinney perd un peu ses moyens. Donc quand il n'y a pas le finish très rapidement, il s'essouffle un peu. Puis quand ils vont se relever, King Green va vraiment avoir l'ascendant debout. Donc il va mettre la pression contre la cage. Il va mettre les frappes contre McKinney qui ne sait plus comment défendre. Puis vers la toute fin du round, il va avoir un coup au corps qui frôle le foie à peine, qui met Terrence McKinney au sol. Il va pas se défendre. Bobby Green va l'enchaîner, puis le finir à 1 seconde de la fin, vraiment. Donc, arrêt assez controversé, cependant. Il faut se dire que quand l'arbitre a pris sa décision, probablement que c'était comme à 56-57 secondes. Donc, le temps qu'il agisse, il y a un petit délai forcément, mais McKinney se défendait plus, là, donc c'était terminé pour lui. Donc, très belle performance de King Green. Bobby Green qui a une run historique, pratiquement à 39 ans, chez les poids légers, avoir 4 victoires d'affilée comme ça, c'est très impressionnant. J'aimerais essayer de voir quand quelqu'un de classé éventuellement peut-être. Voilà, très belle performance de Bobby Green qui est très
très rapide, très vif, des très bons réflexes toujours dans sa carrière, il est très rapide. Bref, super de voir ça du côté de Bobby Green. Puis McKinney, c'est vraiment une défaite typique de McKinney, donc perdre au premier round comme ça. La victoire a vraiment échappé au bout de ses doigts carrément à McKinney. Voilà. Donc, on passait au prélim. Yes, sir, les amis. Whittaker a gagné. Ça, c'était vraiment le feel-good moment pour moi. Donc, Whittaker qui va l'emporter contre Nikita Krylov. Whittaker, c'est un de mes combattants préférés personnellement. Donc, le voir revenir comme ça après une défaite très frustrante contre une de Riddle, ça fait vraiment du bien. C'était assez frustrant de le voir perdre contre de Riddle dans un combat assez serré comme ça, où il perd avec du clinch. Mais là, il revient dans une autre catégorie de poids. Il remporte par TKO. Et il s'est fait vraiment beaucoup critiquer par les commentateurs. Je trouve que les commentateurs, de plus en plus, sont de moins en moins compétents. Souvent, ils font des commentaires qui sont complètement déplacés ou qui n'ont pas du tout sa place dans une organisation qui est aussi professionnelle que ça, qui est vraiment le top du monde. Bref, Whittaker, certes, il avait l'air un peu essoufflé dans le combat, mais il y avait l'ascendant en termes de technique tout le long du combat. Donc, les commentateurs n'avaient pas affaire à le critiquer de la sorte. Bref, au premier round, ce qu'on a vu vraiment dans le combat le plus rapidement, c'est le désavantage physique que Whittaker avait en termes de frame, en termes de grandeur, de poids. C'était vraiment en faveur de Krylov. Puis il a bien pris avantage de ça dans le premier round. Donc les frappes c'était assez serré, mais on a pu voir Krylov avoir du grappling, des anneaux au sol, etc. Certes, Whittaker a très bien défendu puis s'est relevé à chaque fois, mais les takedowns ont donné un petit peu le round à Krylov. Deuxième round, on va vraiment avoir Whittaker qui prend l'avantage debout. Le nombre de frappes qui se disait c'était assez serré, mais Whittaker il n'a pas été en danger à aucun moment du deuxième round. C'est lui qui touchait les plus belles frappes tout le round. Puis il circulait très bien autour de la cage avec ses déplacements, avec sa posture de karaté. Donc très bon techniquement à Whittaker. Puis au dernier round, c'est la même chose, mais encore plus dominant. Il va vraiment toucher les frappes debout. Beaucoup de coups directs. Donc des jabs, des directs, etc. Puis il va finir par avoir été KO en fait au troisième round. Donc il va blesser à la mâchoire Krylov, qui va comme complètement juste esquiver le combat. Donc il va se retourner complètement en se tenant le visage. L'arbitre a dû directement arrêter parce que Krylov va arrêter de se défendre tout soudainement comme ça debout après s'être pris une directe au visage. Donc voilà, Whittaker certes il est pas très grand pour les light heavyweight, mais on voit vraiment qu'il a le bagage technique de sa carrière en middleweight qui suit avec lui et qui est très bon debout. Je ne vais pas avoir tant de succès contre le top 5 de la division, mais il peut quand même avoir des belle victoire tout de même dans le top 15 globalement. Voilà, très, très content de Whittaker. Pour moi, c'était mon moment préféré de la carte. J'étais vraiment content de le voir gagner. J'étais en train de le voir chez la heavyweight. Gable Stevenson chez les heavyweight. Donc, c'était le plus gros prospect en termes de cote qu'on a vu. C'est le plus gros favori de l'histoire de l'UFC après un combat. Mais on a vu simplement ce qu'on s'attendait un peu à voir. Une guerre. Peut-être pas, mais on a une domination un KO au premier round, c'est ce que j'avais prédit. J'étais quand même content de voir le striking de Jon Jones qui était implémenté dans le jeu de Gable Stevenson. Donc on a eu beaucoup de coups de pied avant au genou, beaucoup de middle kick au corps, beaucoup de front kick, des tips au corps qui ont affaibli un peu Ellison. C'était assez beau à voir pour un lutteur comme ça, mais il n'a pas vraiment lutté honnêtement Gable Stevenson. Pour quelqu'un qui a le bagage qu'il a, pas tant utilisé la lutte que ça, il a en fait pas lutté vraiment du combat. C'était vraiment une grosse guerre de boucles, des grosses frappes, puis il a réussi à avoir le KO à la moitié du round. Il a mis beaucoup d'énergie, puis on a vu son speech avant le combat, là, il était encore essoufflé, donc il a encore du mal à parler après 2, 3, 4, 5 minutes après sa victoire. Donc il a mis vraiment beaucoup d'énergie pour avoir le finish. Donc c'est pour ça qu'il me dit que on va peut-être pas trop le presser non plus, Gable Stevenson. Il a tout de même juste 4 combats en carrière à MMA. Possiblement qu'il va falloir un peu ralentir sa montée, faire un peu un bon école en fait. Voilà. Un truc que j'ai peur aussi, c'est que peut-être qu'il pourrait prendre beaucoup goût au striking comme bon école, puis pas du tout lutter pratiquement dans sa carrière. Voilà. Mais souvent, on voit beaucoup les lutteurs prendre goût au striking. Donc, c'est sûr que Bon Nicole, Gable Stevenson, Henry Cejudo, qui a eu beaucoup de succès dans ses grands moments, c'est en striking, vraiment qu'on a vu. Soit les lutteurs américains qui arrivent en MMA, ils prennent vraiment très rapidement goût au striking, puis ils délaissent un petit peu la lutte. Justin Gaethje, c'est ça aussi, là, il n'a pas lutté de sa carrière, bref, là, pratiquement. Donc voilà, très grosse performance. C'était un combat assez divertissant si vous avez vu en direct.
Cody Garbrandt, Adrian Yanez. RIP. J'avais prévu Adrian Yanez par KO. Il a gagné par KO contre Cody Garbrandt. Ça s'est encore une fois terminé au premier round. Donc il y a eu beaucoup de finishes au premier round dans ce combat. Cependant, Cody Garbrandt est fini complètement. Il est washed. Il a commencé très agressif, mais la patience de Yanez, la technique en boxe, la rapidité a fait en sorte que très rapidement il a pu ébranler Cody Garbrandt dans le combat. Il a un petit peu continué, puis il l'a rebranlé, puis au moment où il allait le finir, il a mis comme 5 frappes d'affilée pendant que Cody Garbrandt tombait, donc c'était vraiment KO brutalement, avant même qu'il puisse continuer, l'arbitre a arrêté le combat parce qu'il s'était fini. Bref, KO expéditif au premier round. Même si on a vu Cody Garbrandt avoir du succès au début de combat, il a quand même bien touché Yanez. Il n'a plus le niveau pour se battre contre des gens comme Yanez. Tous les gens qui sont assez proches du top 15, à l'extérieur du top 15, c'est trop difficile pour Cody Garbrandt. Il n'est pas capable. Ça ne présage pas des bons combats pour la suite, des bonnes performances de lui. Est-ce qu'il faut prendre qu'il pense à la retraite? Je ne sais pas. Ça devient assez compliqué parce que quand il gagne, souvent, c'est des très bons niveaux, c'est assez serré. Quand il perd, c'est assez expéditif souvent. Donc voilà. Belle victoire de Yanez qui revient sur la colonne des victoires. Luke Riley versus Kai Kamaka 3. Belle performance encore une fois de Luke Riley. Kamaka, c'est un assez bon combattant quand même. Mais bon, c'est la rapidité en boxe. Hein. Il est très bon Muay Thai. Il est énorme, Luke Riley, pour la division. Il avait l'air vraiment plus lourd que Kamaka. Puis il a pu avoir un TKO debout avec les mains. Il a commencé à ébranler vraiment Kai Kamaka 3, puis c'était un enchaînement beaucoup de boxe, de coups de coude contre la cage qui a duré peut-être 40 secondes, peut-être 30 secondes. Puis ça s'est encore terminé au premier round en fait. Vraiment, c'est là qu'on voit vraiment que c'était une énorme carte. Là. Si on enlève McGregor, sa défaite, c'était une superbe carte honnêtement, avec des gros finishes très tôt. Cependant, ici je pensais quand même que c'était un arrêt assez tôt de l'arbitre. Parce que Kai Kamaka 3 a commencé à se défendre, puis l'arbitre a comme arrêté. Parce qu'il s'est vraiment ébranlé, puis il allait peut-être se faire KO, mais il a engagé clinch pour se protéger. Puis c'est comme là que l'arbitre a arrêté. Puis l'arbitre, pour arrêter, il a vraiment mis sa main dans le visage de Kamaka pour le repousser. C'est ça assez bizarre. Probablement que ça aurait fait KO, mais ça aurait été bien de laisser un peu plus s'exprimer. Puis on a vu Kamaka protester un peu l'arrêt. Mais bon, belle performance de Luke Riley. On pourrait donner quelqu'un de plus proche du top 15, l'extérieur du top 15 prochainement. Peut-être un André Philly, quelque chose comme ça. Donc un bon test pour lui. Ça va être assez intéressant pour Luke Riley. Donc très bon debout, très rapide. Voilà. Les pré-prélims, j'ai uniquement pu personnellement voir Farid Basharat versus John Garza, qui était un très beau combat. Je vais revenir quand même rapidement. Ici, c'était une domination quand même sur 3 rounds de Wong Kong contre Tracy Cortez. Moi, j'avais prédit Tracy Cortez par décision. Mais bon, Wong Kong a quand même dominé debout sur toutes les facettes du combat. Mais c'est vraiment en striking qu'elle a eu l'ascendant. Malgré le fait qu'elle a eu un coup de genou illégal, donc elle a perdu un point, elle a quand même gagné 29-27. Donc 3 rounds à 0 pour Wong Kong. Elle va monter vraiment assez haut dans le top 15, top 10, voire même top 5 presque là, pour Tracy Cortez. Voilà. Donc grosse victoire pour Wong Kong. Prochain combat, encore une fois KO au premier round. Donc Pinas versus Almeida. Moi j'avais vu Pinas par décision parce qu'Almeida c'est un très bon striker. J'avais peut-être vu difficile à finir, mais la frappe de Dieu, la frappe de puissance de Pinas qui met carrément au sol, finito, avec une main droite Almeida, puis ça se termine assez tôt dans le combat. Donc premier round, c'est vraiment assez serré tout de même. Il s'est fait aller au sol assez rapidement, Pinas j'ai vu, mais en fait ça prend une frappe. C'est un peu à Théba Gauthier, ça prend une frappe pour mettre KO, puis il y a eu la frappe à la fin du premier round. Donc belle victoire pour David Pinas. On a un très gros prospect ici, là, qui va avoir du succès probablement chez les middleweight dans le futur. C'est ça ici, je l'ai regardé. Farid Basharat versus John Garza. Très, très beau combat. Donc John Garza qui rentre en short notice à 23 ans contre un combattant qui est classé. Une très belle performance. Un combat assez serré. Il perd quand même parce qu'ils ont l'expérience perfecte du côté de Farid Basharat. Mais en tout le long, on l'a vu défendre très bien les amener au sol. C'est quand il faisait amener au sol, il se relevait en 1 seconde. C'était vraiment impressionnant. Il était bon debout. Il mettait des gros, mais surtout au deuxième round, etc. Il mettait des gros coups au corps qui ont vraiment ralenti Basharat en fait. Mais
il se faisait beaucoup toucher quand même. Avec les jabs, il se faisait beaucoup toucher les low kicks. Ce qui fait que Basharat a scoré quand même beaucoup de points petit à petit avec des ados au sol, des jabs, etc. Ce qui fait que il y a eu l'avantage de assez peu avec les frappes. Puis il y a eu les anneaux au sol de son bord. Donc ce qui fait qu'il a pris le combat. Mais on aurait pu donner un round quand même. Le round 2 aurait pu aller à Garza parce que c'était assez égal. Mais il y avait plus de frappes. Basharat avait plus d'anneaux au sol. Mais bon, pour moi, quand il touchait, c'était assez gros. Donc, ça répète 3-2, 3-1 pour Basharat. Donc, Garza, j'ai hâte de le revoir. C'est une très belle performance. Pour quelqu'un de si jeune qui arrive à l'UFC comme ça, s'il progresse, il pourrait être classé dans le futur, c'est sûr. Donc, très belle performance. Zachary Reese qui se fait finir au premier round par KO. C'est ce que j'avais prédit. Zachary Reese, c'est assez difficile pour lui d'avoir des grosses victoires à l'UFC. Ryan Gunja l'a vraiment KO complètement. Là, donc, il n'y a pas grand chose à retenir au lieu de. À part que peut-être que Zachary Reese va se faire cut s'il repère. Donc, sa carrière est peut-être en jeu. Puis Gunja, c'est très bien d'arriver à l'UFC avec un KO comme ça très tôt. Donc, voilà. Puis ici, j'avais prédit Costa de gagner par KO. Sauf que là, il a gagné par soumission au deuxième round. Donc, il a vraiment engagé le grappling. Puis l'avantage de force, l'avantage de jiu-jitsu, l'a mené à une soumission sur le cas de Jordan. Donc, j'aimerais quand même avoir quelques bons picks à part la carte principale. Ça a été plus difficile. Donc, voilà, j'ai assez aimé la carte globalement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, surtout du combat principal, McGregor. Voilà. Ciao, ciao tout le monde. Merci d'avoir écouté.